Mon Dieu, la finale de saison qui a un pouce levé, mais qu'est-ce que ça veut dire, le monde devient fou, ouais. Ouais, c'est le premier final de saison qui m'a sincèrement vraiment convaincu. Je veux dire, il y a d'autres finales de saison dans cette série qui m'ont un peu convaincu, mais là c'était vraiment prenant. Il y avait quelque chose de fort dans les rencontres, certaines résolutions qui m'a vraiment plu, même s'il y a un petit détail qui m'a gêné. On y viendra, mais ça c'est quelque chose qui est instauré depuis une saison, donc voilà. Donc on va commencer avant de passer au gros morceau central sur une fois de plus ce qui se passe à Winterfell avec Sansa et Arya. Puisque Sansa a eu vent au passage d'un mot de Jon Snow qui dit qu'il a ployé le genou devant Daenerys, et donc elle a un petit peu elle est un peu dubitative par rapport à ça, mais c'est là que Baelish vient la voir en lui disant que il comprend un peu ses intentions et tout, et il remet très vite Arya sur le tapis, comme quoi il y a moyen que ce soit pas forcément une bonne chose qu'elle soit là, quoi. Hein. Donc Baelish utilise des bons mots pour essayer de la pousser vers telle direction, pour croire en fait que sa sœur, après ce qu'elle a fait, en croyant qu'elle a trahi la famille, voudrait la tuer en fait. Hein, étant donné qu'elle est devenue une sans visage, tout ça, elle voudrait la tuer pour prendre sa place et devenir la dame de Winterfell. Et voilà quoi, il y a ça qui est mis en place. Au début, ça m'a fait un peu tiquer que ça aille aussi vite, mais je comprends un peu la manipulation de Baelish par rapport à ça, et je trouve que ça a été très intelligemment fait. Puisque après ça, on aura Sansa qui demandera à ce que Arya soit amenée devant elle, et voilà, il y a une espèce de grande ambiance de jugement. Elle a l'air d'être bien partie pour être jugée pour crime, etc., etc. Et c'est là que Sansa dit: je vous accuse de crime et de trahison, n'est-ce pas, Baelish? Et oui, un truc que j'ai apprécié, Sansa n'a pas été totalement naïve et s'est pas laissée entrer là-dedans. Elle a compris que Baelish voulait la manipuler, et maintenant elle le met face à ses crimes, tous les crimes qu'il a commis depuis le début de la série. Hein. Donc c'est beaucoup de choses où elle se rend compte que si il a fait en sorte de la manipuler comme ça, c'est vraiment parce qu'il avait des idées derrière la tête, il voulait se la mettre dans la poche pour avoir le pouvoir, quoi. Et elle n'était pas bête au point de faire ça. Et elle s'est mise d'accord avec sa sœur pour le mettre devant ses crimes, le juger pour ses crimes devant tout le monde. Et là, c'est un moment assez fort où on remet en avant sur le tapis tout ce qu'il a fait. C'est lui qui a amené à ce que Eddard se fasse capturer et donc tuer. C'est lui qui a donc tué la tante. C'est lui qui a lancé la tentative de meurtre contre Bran au début de la saison 1. Tout ça, c'est lui qui a fait beaucoup de choses. Hein. Bon, et la plupart des choses qui sont confirmées à eux, c'est surtout parce que Bran maintenant a ce don de voyance super puissant. Bien entendu que ses sœurs le croient quand même, faut pas exagérer. Et donc voilà, et maintenant qu'il est mis devant les faits accomplis, il est exécuté tout de suite. Il ne demande pas de duel judiciaire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais ouais, c'est cool de donner une fin digne de ce nom au personnage dans un dernier élan, dans une dernière tentative de se hisser au pouvoir avec les cartes qu'il a en main. Et ça n'aura pas marché parce que Sansa n'aura pas été aussi naïf qu'il le croyait. C'est un très bon moment où il essaye de jouer au mieux des cartes qui lui restent, mais ne peut pas aller très loin, et au final, Arya le tue rapidement, sans cérémonie. Bon moment, j'ai beaucoup apprécié ça. Voilà, c'est une fin de personnage bien amenée, hein, qui remettait vraiment sur le tapis tout ce qu'il a fait. J'ai adoré ça. Et à la fin, on a même une petite conversation entre Sansa et Arya qui observent sur les remparts de leur château un petit peu l'hiver qui est là. Ouais, l'hiver entre guillemets, parce que, ouais, j'en parle rapidement, mais punaise quoi, il n'y a pas d'hiver. Vous n'allez pas me faire croire que l'hiver est là quand le temps est exactement le même que dans les saisons précédentes. Hein. Ouah, l'hiver est là, mon cul, quoi. Au sud du pays, il fait un temps clair. Il semble pas faire super froid ou quoi que ce soit. Si vous me dites que c'est l'hiver, ça, c'est le grand hiver de Game of Thrones, c'est pas mon cul, quoi. Mon cul. Voilà, je le dis, c'est du foutage de gueule, cet hiver qui est là, hein, pour moi. Mais bon, c'est pas un problème de l'épisode même, c'est un problème des dernières saisons, hein, de cette saison en entier, quoi. L'hiver, il est là, mais en fin de compte, c'est juste le signal pour que les marcheurs blancs attaquent, quoi. C'est tout, hein. C'est tout ce que ça veut dire, cet hiver, hein. Sinon, donc...
voilà, elles observent du haut de leur rempart et ouais, se font un petit discours où elles se reconnaissent un petit peu leurs capacités l'une l'autre, où elles reconnaissent qu'elles ont du mal à s'apprécier un petit peu parce qu'elles ont des caractères qui sont assez en conflit, mais quand même elles savent qu'elles sont sœurs et tout, et c'est un très bon moment de discussion. Elles regrettent un petit peu le vieux temps, etc., où tout était assez innocent chez elles. C'est un très bon moment, j'ai adoré ça. Oui, c'est histoire de dire que malgré les conflits qu'on a vus entre elles, elles savent avoir conscience qu'elles sont de la même famille et elles vont pas aller jusqu'à bêtement essayer de se tuer ou quoi que ce soit, ou ou avoir des doutes sur l'autre au point d'aller jusque-là. Donc c'est très bon ça, c'est vraiment très bon. Après, je vous cache pas que ça a été moyennement appuyé par les épisodes précédents. Voilà, les 2 épisodes précédents, l'espèce de conflit qui a été mis en place entre elles, je trouvais que c'était un petit peu grossier quand même, et que, ouais, quoi, au moment où Arya s'est montrée aussi vache et directe, je trouvais que vous auriez pu mettre ça de façon beaucoup moins grossière en scène. Parce que là, c'est juste, ah, t'aurais pu les faire décapiter parce qu'ils croient pas à John. Ah, tu veux savoir ce que j'ai fait lorsque j'étais à Bravos? Est-ce que t'as peur pour ta vie alors que je te raconte ça? C'est pas super subtil, quoi. Et je comprends pas pourquoi. Elle en a fait autant des caisses arrière dans les épisodes précédents. Mais là, ça passe nickel, vraiment, ça passe nickel. En tout cas, donc ça c'est dit, on va passer au gros morceau de tout ce film, presque, ça dure 1h20, merde. C'est le moment où tous nos chefs se rencontrent. Hein. Donc c'est la grande réunion, la grande rencontre qui a été organisée, où donc il y a les armées qui attendent un petit peu au pied de Port-Réal pour les négociations, les représentants qui arrivent donc à l'intérieur de Port-Réal pour rencontrer Cersei et les quelques personnes encore au pouvoir à côté d'elle, c'est-à-dire ouais, elle, Qyburn, et Jaime un petit peu, et Euron, oui c'est un petit peu important Euron. Voilà, c'est ces 4 personnes-là, vous voyez, sinon il y a plus grand monde, hein, à Port-Réal, quand on pense à tout ce qu'il y avait avant là-bas. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de monde qui vient pour représenter le Nord et Daenerys. Ils apportent bien entendu leur mort dans une boîte mystère, évidemment pour la surprise. Ils pouvaient pas juste la porter dans une cage, ça aurait pas autant appuyé le drame. C'est un détail, c'est vraiment un détail. En tout cas, ouais quoi, on a donc pas mal de retrouvailles qui sont très sympathiques. Certaines qui sont allées un peu trop vite pour moi, mais c'est quand même cool de montrer une fois de plus ces liens entre personnages et ces conversations qui se refont entre Tyrion et Podrick, et on les avait plus vus ensemble depuis des lustres, et on voit cette espèce de respect qu'il y a entre deux qui est toujours sympathique. Malheureusement c'est un peu court. Il y a les retrouvailles entre Brienne et Sandor, bon, qui sont qui sont pacifiques avec le fait que l'une a battu l'autre, vous voyez, et qui parlent surtout du fait qu'Arya doit être protégée et qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait pour protéger cette fille. Voilà, donc ils se retrouvent un petit peu là-dedans, et maintenant Brienne dit qu'Arya n'a plus trop besoin qu'on la protège presque. Donc c'est un bon petit moment ça. Il y a pas mal de petits moments comme ça. Il y a Euron aussi qui fait son gros connard envers Théon et qui n'hésite pas à railler Tyrion parce que c'est un nain, histoire de faire un petit rappel de comment il est traité et tout. Pas mal de moments comme ça. Bien apprécié. Sandor et son frère aussi, la montagne. Voilà, tout est beaucoup de trucs, beaucoup de réunions qui sont cool, un peu rapides par moment, mais quand même c'était super sympa de montrer ça, quoi, de montrer qu'il y a un vrai passif entre ces personnages qu'on a suivi depuis le début de la série et que ça représente pas rien, quoi. C'est très cool. En tout cas, maintenant que c'est dit, il faut négocier un petit peu avec Cersei qui au début croit pas trop à leur histoire, quoi. Les morts qui reviennent à la vie, vous vous fichez de moi, et c'est là donc que Sandor apporte la caisse et fait sortir le mort qui qui aime faire le drama queen pour apparaître, vous savez quoi. Le mec, il ouvre la boîte, le mort, il reste comme un con recroquevillé dedans, et c'est lorsqu'il la retourne la boîte qu'il apparaît pour bien faire l'effet dramatique. C'est rien du tout, quoi. C'est pour le côté cinématographique, mais ça me fait un tout petit peu marrer de voir ça comme ça, quoi. Le mort, il devrait pas essayer de sortir de la caisse, genre, direct, quoi.
Pas attendre que Sandor la pousse pour ça, je sais pas. C'est rien, c'est rien du tout, on est d'accord. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a aussi une histoire de chaîne, parce que bon, ils vont pas le laisser libre que de ses mouvements en sortant de cette caisse, il est enchaîné à quelque chose, et la chaîne est pile assez longue pour qu'il s'arrête à un petit mètre devant CRC, quoi. Pour bien à nouveau l'effet dramatique, tout ça. Ah, il atteint pas tout à fait. Hein, enfin bon, quoi, c'est là que on fait une démonstration de ce que sont les zombies, hein, et donc le fait que on peut les découper, tout ça, ça sert à rien, il faut utiliser soit les flammes, soit le ver dragon, et donc la menace des morts est réelle. Donc ça convainc un petit peu tout le monde. Et CRC a l'air convaincu de faire cette trêve dont ils ont parlé, de façon à ce que, donc elle reste dans son coin à ne pas déranger, ne pas s'attaquer à ce qu'on capturait Daenerys et tout, sachant que, oui, qu'est-ce qu'elle a, Daenerys, en fait? À part Castral Rock. Ouais, elle a Castral Rock. Et bien entendu, Père Dragon dans l'absolu, mais qu'est-ce qu'elle a conquis d'autre, en fait, Daenerys? J'aimerais bien savoir, quoi, ce genre de petits détails. Enfin bref, c'est... en dehors de ça, quoi, il y a pas de grands endroits dans lesquels elle s'est vraiment posée tout ça, quoi. Mais bon, quoi, c'est aussi un des détails qui fait que cette trêve aurait pu mieux marcher si on avait mis sur plus d'épisodes, sur une durée plus importante, le conflit entre Daenerys et Cersei. Mais ouais, ça a duré que quelques épisodes, et oui, on a dû tasser pas mal de choses dans cet épisode, quoi. Donc, ouais, il y a ce petit souci-là, mais à nouveau, on rebondit quand même très acceptablement là-dessus, hein. J'ai vu largement pire à ce niveau-là. En tout cas, oui, elle est d'accord pour faire cette trêve, Cersei, si le roi du Nord, le fils de Ned Stark, alors j'adore la façon dont elle le dit, si le fils de Ned Stark me promet qu'il fera la trêve, j'accepte. Alors, oh, mais c'est pas le fils de Ned Stark. La façon dont elle le dit, ça me fait bizarre, mais bon, ça n'a aucun lien en fait avec la vraie nature de Jon. Ce sera remis sur le tapis à la fin, j'en parlerai, mais ouais, la façon dont c'est formulé, c'est un petit peu... ça me fait un peu mal parce que j'ai vraiment un sentiment qu'il voulait appuyer ça, quoi. On croit que c'est le fils de Ned Stark alors que ce n'est pas. En tout cas, ouais, Jon, elle veut que Jon fasse la trêve, bien entendu, et accepte de plus participer au combat, à la guerre entre Daenerys et Cersei après ça. C'est-à-dire qu'il reste dans son coin, en restant roi du Nord, sans doute. Et Jon ne peut pas, parce qu'il a déjà juré allégeance à Daenerys, il peut pas faire une promesse qui en rompt une autre qu'il a faite avant. Et donc, ouais, ça met Cersei en rogne, vous voulez pas, bah tant pis, allez vous faire foutre. Et donc, elle se bat dans ses appartements, et c'est là que Tyrion se dit, ah, vous avez fait le con. Jon se dit, ouais, mais je veux quand même être un petit peu honnête, quoi, on fait une trêve, on veut mettre en place une alliance pacifique, la meilleure chose à faire, c'est pas de mentir, quoi. À nouveau, il a ses valeurs avec lesquelles il a envie de rester fidèle. Et honnêtement, même si c'était pas un geste très intelligent de sa part, je trouve qu'il y a quelque chose d'honorable là-dedans, hein, qui fait que ça me dérange pas particulièrement, ça. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que, ouais, là, c'est clair et net, on veut concrétiser le couple Jon Snow-Daenerys. Déjà que ça semblait relativement clair dans l'épisode précédent, là c'est évident de chez évident, parce que voilà, ils ont une conversation, c'est de là après, où Dany est contente de voir qu'il lui a juré allégeance, tout ça, elle est contente de voir sa franchise, son honnêteté, et tout, et il noue un tout petit lien. C'est pas mal en termes de dialogue en soi, mais ça me posait un peu problème pour la fin, j'en reparlerai de ça. C'est pas vraiment un problème au sein de l'épisode, c'est un problème au sein de ce que la saison a voulu mettre en place. Voilà, j'ai un problème dans cet épisode qui est pas anodin par rapport à tout ce que la saison a voulu mettre en place. Mais vraiment, l'épisode en soi, c'est pas celui où c'est le plus mal démontré. Vous voyez. Alors, en tout cas, ouais, Tyrion se dit, merde, il va falloir que je rattrape un petit peu les meubles. Laissez-moi parler seul avec ma sœur qui veut me tuer et qui n'a que haine et mépris envers moi. Et ouais, ce qu'elle fait... Elle le laisse lui parler et la conversation, ça se résume à elle qui le blâme de tout ce qu'il a fait, lui qui s'en défend, une espèce de compromis qui se fait sur Tyrion qui accepte qu'il est un peu responsable de certaines merdes qui arrivent à la famille, tout ça. C'est un moment assez fort de ressentiment puissant entre ces deux-là qui est assez bon, mais le truc que je comprends pas par rapport à ça, c'est à quel moment Tyrion la convainc. Parce que bon, à la fin, il finit par comprendre qu'elle est enceinte, parce qu'elle est pas super subtile par rapport à ça. Je dirais, ah, il faut que je pense à ma famille en me tenant bien le ventre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, dites donc, hein. Ouh.
Thierry, on se dit, ouais, je suis pas encore totalement débile, je vois que t'es enceinte. Mais c'est vrai. Et c'est là que ça se termine la conversation. Et après, ellipse, on voit Cersei qui revient et qui dit, ok, très bien, on va accepter cette trêve et en plus de ça, je vais envoyer mes hommes vous aider. Alors, juste un truc par rapport à ça, elle ment. Hein, je vous le dis tout de suite, elle ment. Et je comprends pas pourquoi elle dit j'envoie mes hommes pour vous aider à ce moment-là. Et si elle veut les prendre par surprise. Mais bon, j'envoie mes hommes pour vous aider parce que oui, ça fait pas partie du deal. Ils n'avaient pas particulièrement prévu que Cersei participe au combat avec eux. Ce qu'elle voulait, c'est qu'elle leur fiche la paix. Mais bon, elle va jusqu'à dire que j'envoie mes hommes pour vous aider alors qu'elle le fera pas. Et c'est un petit peu bizarre. Mais bon, ça se termine là où tout le monde semble plutôt content de ce qui s'est passé en dépit de la bourde de Jon Snow. Et ouais, comme je l'ai dit, on découvrira après que Cersei, une fois que tout le monde sera parti, qu'elle n'a pas prévu d'envoyer ses hommes, malgré le fait que Jaime avait cru que c'était le cas, donc il avait prévu les troupes pour participer au combat contre les morts vivants. Et ouais, non. Hein, Cersei vient de dire non, laisse tomber, c'est pas ce qu'on va faire, on garde nos troupes, et pendant qu'ils seront affairés à combattre contre les morts, on va en ameuter plus. Il y a Euron, dont j'ai pas parlé, qui, lors de la réunion, s'est dit je me pars, quoi. Ces trucs-là, ils nagent pas. Ok, bah je me pars et je retourne dans les îles de fer, je survivrai, je vous laisse dans votre merde. Alors qu'en fait, non, c'était un stratagème. Parce que, je sais pas, elle est allée lui parler avant qu'il se barre, Euron, j'imagine. Un truc comme ça, c'est pas impossible. Je pense que ça doit être ça, hein. En tout cas, voilà, Euron a prévu d'aller à je sais pas quelle ville pour aller recruter une armée de 20 000 hommes qui chevauchent chevaux et éléphants. Alors, je sais pas avec quel bois vous avez fait vos bateaux, mais s'ils arrivent à transporter des éléphants en nombre important, chapeau bas, hein. Ça doit être un putain de matériel et vous êtes des putains de bons charpentiers, les gars. Sachant qu'en plus, vous avez dû construire ces bateaux à partir de bois, vu que Yara vous avez volé une grosse partie de votre flotte, quoi. Donc, chapeau bas, quoi, s'ils arrivent à transporter des éléphants, votre flotte. Hein. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y en a pas beaucoup d'éléphants aussi, c'est pas impossible. Ça va être comme les gros machins dans Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Je sais jamais comment ça s'appelle, ça. On me le dit à chaque fois, je me souviens jamais comment ça s'appelle. En tout cas, ouais, quoi. Elle a prévu de mettre en place une stratégie où on reprend le sud pour se faire du pouvoir en recrutant plus, pendant qu'ils vont se battre au nord et donc perdre une bonne partie de leurs effectifs. Comme ça, on sera en surnombre et les battre. Ce qui est, en soi, vache et totalement prévisible de sa part. Hein. Je veux dire, ça m'embête un petit peu de dire ça, parce que bon, je comprends hein, qu'on veuille se suffire de ces mots-là de la part de Cersei, sincèrement. Mais ouais, quand même, quoi, juste croire sur parole Cersei après tout ce qu'elle a fait, sans rien prévoir particulièrement pour ça, ça montre une fois de plus que Tyrion, Daenerys et compagnie sont pas non plus super fut-fut, quoi. N'importe qui aurait des doutes et laisserait quelqu'un pour les regarder, pour les observer, pour voir ce qui se passe. Et je sais pas, envoyer régulièrement un corbeau pour prévenir les forces alliées de Daenerys et tout de ce qui se passe. Mais non. C'est pas ce qui se fait, ils se disent, ils vont tenir parole et on part vers le nord, quoi. Bon, j'imagine qu'après, ils se disent, même si elle suit pas ses engagements, on fera sans, mais ouais, si elle suit pas ses engagements, elle va faire ce qu'elle aurait fait si il n'y avait pas eu de trêve, vous voyez. N'empêche que Jaime étant un homme de parole, une fois de plus, se dit non, on a juré, il faut qu'on y aille. Cersei dit non, te barre pas, vas-y pas. Et il y a un moment assez fort entre eux où on se dit est-ce qu'elle va le faire tuer par son homme de main la montagne ou pas? Et non quoi, elle hésite, elle le fait pas. Et Jaime se dit tiens, je vais lutter avec les gentils de leur côté en laissant tomber ma sœur que j'aime. Donc c'est histoire. Que pour la fin, on mette tous les gars gentils dans le même panier en fait. Donc Jaime, c'était le seul gentil qui restait, plus ou moins, parce que Qyburn à nouveau c'est particulier, j'ai toujours du mal à le cerner ce type, hein, je vous le cache pas. Jaime, donc oui, c'était le seul gentil qui restait plus ou moins du camp des Lannister. Avec Bronn, mais bon, c'est un mercenaire, lui c'est plus particulier. Donc Jaime, il se bat. Et voilà, donc il va être seul pour participer à la bataille et donc prévenir les autres.
Ce qui veut dire que ce sera même pas une surprise pour les autres que ce que Cersei va faire. Enfin, j'en sais rien, peut-être qu'il va juste se battre seul et rien dire, ou j'en sais rien, c'est bizarre. Peut-être que ça va se concrétiser entre lui et Brienne. Peut-être qu'il va y avoir une espèce de jalousie entre lui et Tormund s'ils se retrouvent, s'ils se croisent par rapport à ça. Je pense pas, ça m'étonnerait, surtout qu'il reste que 6 épisodes, je rappelle quand même, donc ça m'étonnerait qu'il développe grand chose par rapport à ça, mais bon, voilà, en dépit de ce que j'ai dit, je trouve que c'est un mouvement totalement logique de la part de Cersei, et même si je trouve qu'ils ont été pas super malin de pas prévoir ça, en tout cas sur le coup, du côté de Daenerys et Jon Snow, je comprends qu'ils soient dans une espèce de précipitation par rapport à ce qui doit arriver, quoi. L'armée est en marche, elle est vraiment pas loin. Et quand je dis pas loin, on va la voir arriver à la fin, quoi. Donc voilà, ça me dérange pas autant que j'en donne l'impression. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est pas non plus ultra malin de la part de nos personnages. Mais voilà, ils sont pressés par le temps, donc je peux comprendre quand même qu'ils laissent filer ça. En tout cas, il reste à voir ce qui, du côté de Jon Snow et Daenerys, la petite réunion de bataille, pour savoir comment on va gérer telle ou telle chose. Jon Snow conseille à Daenerys de chevaucher avec lui pour bien prouver qu'il y a une alliance forte entre eux à Winterfell lorsqu'ils arriveront, ce qui déplaît légèrement à Jorah parce qu'il lui a conseillé autre chose, de voler un dragon pour être sûr de pas se prendre une flèche ou quoi que ce soit, hein, en faisant confiance à personne. Donc on montre que Jorah, une fois de plus, est jaloux, Lord Friendzone est toujours d'actualité. Et après ça, on voit une conversation que j'étais vraiment, vraiment impatient de voir entre Jon Snow et Theon. Où Theon vient le voir en lui parlant de ce qu'il a osé faire parce que c'était juste en dépit des risques qu'il encourait, tout ça. Et vraiment, c'est un dialogue totalement sincère où chacun ouvre son cœur sur ce qu'il pense devoir faire, surtout Theon par rapport à ses nombreuses erreurs et tout ce qu'il regrette. Et ouais, comment il souhaiterait être aussi bon que lui, même si Jon lui dit ouais, j'ai fait des erreurs moi aussi, pas autant que toi, pas aussi grosse que toi, mais j'en ai fait quand même. Et voilà, et c'est un moment très bon, quoi, où il y a cette réflexion sur lui-même, Theon, Jon Snow qui lui dit tu sais quoi, c'est pas moi qui suis à même de te pardonner tout ce que tu as fait, mais ce que je peux te pardonner, je le fais. Et il a ce conflit intérieur, Theon, sur le fait d'être soit un Greyjoy, soit un Stark, et Jon lui dit, tu es un Greyjoy et tu es un Stark. C'est ces deux choses qui te caractérisent. Fais avec. Quand il parle alors de Yara qui s'est battue pour elle, et qu'il veut absolument revoir, et donc Jon Snow lui dit, mais qu'est-ce que tu fiches encore là ? Et donc ça convainc Theon d'avoir ce courage d'aller la sauver en se confrontant au Ferné qui reste, en se battant de toutes ses forces contre le chef qui lui se dit on se barre, on va piller et violer ailleurs. C'est Theon qui dit non, on va sauver Yara, bordel de queue. Et voilà quoi, ils se confrontent, c'est un combat assez violent où Theon arrive à gagner parce qu'il n'a pas de l'appareil génital, hein. On joue un petit peu là-dessus. C'est assez marrant quoi. Le mec, à un moment donné, pour le combattre, il lui fout un coup de genou dans les parties à plusieurs reprises. Et Theon, ça lui fait pas grand chose, il sourit en disant ça me fait rien et c'est grâce à ça qu'il le bat. Alors juste un truc, je sais pas pour ça, mais c'est pas parce qu'on n'a pas d'appareil à cet endroit-là que ça peut pas nous faire mal, hein. Ça quand même, ça doit nous faire super mal au coccyx malgré tout, quoi. Ça doit pas être aussi douloureux, mais ça doit quand même faire mal. Je sais pas. Je pense que ouais, quoi, une femme ça n'a pas d'appareil génital externe, mais je pense que si on lui donne un coup de genou dans les parties, ça lui fait mal aussi, hein. Je suis pas un expert, hein, mais je pense que ça lui fait mal aussi. C'était quand même assez marrant, je reconnais, quoi, de jouer un petit peu sur, de rendre ça un peu symbolique sur ce qu'il a changé, lui donne aussi une certaine un certain avantage à certains moments, dira-t-on. Mais voilà, il finit par battre le connard, le chef connard, et convainc les autres de s'allier pour aller sauver Yara contre Euron. Donc ouais, ça va être Theon qui va un peu s'affirmer, et j'imagine lutter contre Euron pour
pour qu'il y ait quelque chose de significatif pour lui, mais voilà, c'était un moment super fort où Theon arrive vraiment à sa fin d'arc. Voilà, sa fin d'arc, c'est quand il aura sauvé Yara et tout. Je sais pas exactement comment ça va se dérouler, mais bon, j'imagine que ça va se dérouler dans ces eaux-là. Et ouais, c'était bien amené, quoi. C'était une conversation que j'attendais depuis longtemps entre lui et Jon Snow. C'est un très bon moment, le moment où il se ressaisit, j'ai adoré ça. Voilà, vous savez, je sais que je me suis plaint à la fin de la saison 2, qu'il aurait pu avoir une très belle fin, digne après tout ce qu'il a fait, mais je reconnais que dans ces dernières saisons, on a bien exploité le personnage et les fantômes de son passé par rapport à ça. J'avoue que c'était très sympathique à voir sur pas mal de moments, et Theon a eu un développement de personnage plutôt sympathique. Après, reste à voir comment il va s'en sortir dans la saison finale, parce qu'il l'a pas fini, mais bon, c'était un très bon moment. Et quoi qu'il en soit, il reste donc à voir à Winterfell le retour de Sam. Et oui, il a mis 2 épisodes pour revenir à Winterfell, pas comme par hasard évidemment, alors qu'il a eu beaucoup plus de temps pour aller du nord à la citadelle, évidemment aussi. Et oui, donc il arrive, il voit un peu l'état des lieux, et il part directement parler avec Bran, avec qui il discute un petit peu de ce qu'il sait. Donc Bran maintenant c'est tout, je suis la corneille aux 3 yeux, et étant donné qu'ils ont en commun Jon Snow, il lui parle de ce qu'il a vu dans sa vision, comme quoi c'est le fils de Lyanna et de Rhaegar Targaryen. Bran dit qu'en fait c'est un bâtard Targaryen et pas un bâtard Stark. Mais non, puisque Sam a entendu dans les livres qu'il a traduits qu'il a répudié son mariage pour se marier à Lyanna. Et donc en fin de compte, ce n'est pas un bâtard Targaryen, c'est un Targaryen et c'est l'héritier du tueur au trône, tout ça. Ah, ça signifie tellement fort. Ouah, pas du tout forcé, pas du tout amené n'importe comment, rapidement à la va-vite, hein. Ouh. Donc oui, maintenant c'est l'héritier légitime du trône grâce aux révélations mon cul, quoi. D'ailleurs, comment ça se fait que Bran n'ait pas cherché à fouiller un peu plus loin? Comment ça se fait que Bran se soit dit, tiens, c'est le fruit de l'amour, entre guillemets, entre Lyanna et Rhaegar, et je vais pas aller chercher plus loin, sans doute que c'est un bâtard. Non, il est pas allé chercher un petit peu plus loin dans l'historique, dans le passé de ça, alors qu'il sait énormément de trucs, de passer de pas mal de trucs, mais pas ça. Il faut que Sam lui dise, pour qu'il pioche un petit peu là-dedans. Ok, hein, il a fallu que Sam lui dise, et maintenant qu'ils savent et qu'ils ont un document précis, j'imagine que c'est le genre de truc qui peut servir de preuve, même si à nouveau, c'est pas parce que vous avez la preuve que Rhaegar a épousé Lyanna, et donc que le conflit entre les Targaryens et Robert Baratheon était pas légitime, enfin était basé sur un mensonge, il croyait qu'il l'avait capturé et violé alors qu'en fait non. Ouais, ça changerait en fait que le roi fou était un Targaryen et que je pense qu'après tout ce qu'il a fait, ça changeait pas grand chose à comment les Targaryens seraient vus, quoi. Mais bon, j'en sais rien, peut-être que si ça se trouve, si t'avais mieux compris, Rhaegar aurait été roi à la place et ça aurait été un bon roi, tout ça. Je sais pas, je trouve que c'est pas aussi fort que ça veut le mettre en place, quoi. Parce que ça sort de nulle part pour moi. C'est une connerie qui est balancée comme ça, qui, je trouve, est très mal mis en scène dans la saison précédente, très mal mis en scène. Et c'est pour dire que Jon est le descendant, le digne héritier des Targaryens, je vois pas le problème une fois de plus. Puisque, pour l'instant en tout cas, il veut être avec Daenerys. La seule chose que ça va amener, c'est que maintenant qu'ils sont amoureux, parce que oui, il y a clairement un truc d'amour entre eux, c'est de l'inceste. Voilà. Pour la 3e, 4e fois à nouveau, hein, ça aime bien ça, hein, cette série, hein, à appuyer l'inceste, hein. Mais c'est un truc Targaryen, quoi. Ils adorent les relations incestueuses, même quand ils sont pas au courant. Donc, ouais, c'est mis en parallèle avec Jon Snow qui finit par se jeter à l'eau et entrer dans la chambre de Daenerys pour lui faire l'amour fougueusement, tout ça. Tandis que Tyrion observe au pas de la porte et se rend compte de ce qu'ils font et
il a un œil jaloux, c'est évident qu'il observe ça d'un œil jaloux. Au début, moi, je croyais que ça allait être Jorah. Genre, ah, la femme que j'aime est avec un autre homme pour la 50e fois, ça me fait chier, mais bon, je fais avec. Non, c'est Tyrion qui fait ça et qui a clairement un regard un peu jaloux de la chose, donc on veut clairement mettre en place que Tyrion en pince pour elle aussi, hein. Tout le monde doit tomber amoureux de Daenerys. C'est extraordinaire, ça. Donc voilà, à la fin de la saison 6, ça me donnait un peu cette impression sans que ce soit totalement clair. Là, c'est totalement clair, hein. Dans la mise en scène, c'est totalement clair. Lui aussi, il est amoureux de Daenerys. Qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire que ça pour qu'on tombe amoureux d'elle? Pas pour qu'on l'admire, je parle qu'on tombe amoureux d'elle. Chaque fois, tous les hommes, un temps soit peu important qui approche, ils tombent amoureux d'elle. Il n'y a que Vergris, mais lui, il a pas de bite, donc... Enfin, si, il doit en avoir une, mais il doit pas avoir de couilles, quoi, ça doit être ça. Mais c'est tellement... C'est tellement répétitif. Voilà, c'est ça le truc, c'est répétitif, ça. C'est un peu gênant. Voilà, donc c'est ce passage-là, quoi. Le passage parallèle entre Jon Snow, Daenerys et Sam Bran, où on apprend que c'est un Targaryen au même moment où il couche avec Daenerys. Histoire, tu sais pas, de rendre ça plus louche, plus malsain que ça devrait, alors que ça devrait être un moment fort où ils reconnaissent leur amour entre eux, mais non, ils sont Targaryens, et puis en plus de ça, il y a Tyrion qui les observe parce que lui aussi est jaloux, tout le monde est jaloux de celui qui est avec Daenerys. C'est ce genre de choses qui a été très mal instauré là-dedans, et ça vient pas tant de l'épisode en lui-même que de tout ce que les 2 dernières saisons ont mis en place. C'est donc c'est pas quelque chose qui m'irrite particulièrement plus dans cet épisode que dans d'autres, étant donné que c'est une petite consécration, quoi, de tout ce qui a été instauré avant, là, par rapport à cette relation Targaryen et cette espèce de couple Jon Snow-Daenerys, qui, oui, a mis que quelques épisodes à s'instaurer. C'est vrai que c'est plus gênant ici que dans d'autres épisodes. Et c'est le truc qui m'irrite vraiment un tout petit peu dans cet épisode, comparé au reste où honnêtement c'est pas du gros problème pour moi. Donc c'est plus cumulatif avec les épisodes précédents qu'un problème fort au sein de cet épisode même. C'est pour ça que, même si ça m'irrite un peu, je trouve pas ça aussi affreux que d'autres défauts que j'ai pointés avant. En tout cas, l'épisode se termine sur l'attaque de l'armée des morts vivants, dirigée donc par les marcheurs blancs au mur, hein, donc qui est tenu par Tormund et Beric. Qui vont survivre un petit peu à cette attaque, parce que bon, l'armée arrive au mur, ils vont pas le contourner cette fois, maintenant qu'ils ont un dragon, ils se disent, tiens, on a qu'à le détruire ce mur, hein. Sachant que oui, quoi, le souffle d'un dragon zombifié, qui est donc, devrait donc être lié par la malédiction, le sort qui empêche les gens de passer, ça parvient à toucher ce fameux mur qui est protégé par magie, donc... à nouveau, hein, logique magique là-dedans, hein, un peu discutable, mais c'est pas grave, c'est du détail. Et oui, hein, le dragon détruit le mur et l'armée des morts peut passer, et waouh, c'est super impressionnant. J'en ai pas parlé depuis un petit moment, mais une fois de plus, cinématographique ça, hein. La mise en scène, le travail sur les plans de caméra, c'est du très bon que je vois quasiment jamais dans aucune série. Le moment où on fait cette espèce de mouvement de caméra, je sais plus comment ça s'appelle, vous m'excuserez, hein, je suis pas un cinéphile aguerri une fois de plus, pour montrer le mur, ce qui se passe au-delà, etc. Super fort et efficace, l'image de synthèse, parce que je suis sûr qu'il y en a, elle se voit à peine. C'est du grand travail, hein. Une fois de plus, on sent le budget et on sent les ambitions cinématographiques de la réalisation là-dedans. C'est top notch, top notch. Donc ouais, c'est très bon ça, et donc voilà, l'armée des boules passe le mur, et oui, c'est la marche des morts qui arrivent pour tous nous tuer, il va falloir qu'on lutte contre eux. Et ouais, ça sent quand même le truc qui va se résoudre au début de la saison, et après on reviendra sur le conflit avec Cersei et compagnie, hein, ça a l'air d'être bien parti pour ça. Et voilà, le conflit contre les marcheurs blancs, là, il promet, quoi. Ça, cette espèce de fin, elle vous glace un petit peu le sang et vous dit, ouh, ça va pas se faire comme ça, hein. Ça va pas être simple, ce truc-là, hein. Voilà, donc, le combat approche. Le grand combat approche.
Ouais, je suis impatient de voir ça. C'était un très bon épisode pour moi. Comme j'ai dit, il y a un moment, un passage un peu cumulatif avec d'autres épisodes qui me gênent un petit peu, mais le reste dans la mise en scène était très bon. Le passage, la fin de Baelish a été très bien amené dans cet épisode. La rencontre des différents camps, etc. Les tensions qu'il y a entre eux, cette espèce d'entente, fausse entente qui se noue, c'était très bon, quoi. Énormément de moments de personnages très forts. Mon moment préféré, c'est quand même le moment entre Jon Snow et Theon qui était parfait, c'est vraiment ce moment que j'attendais depuis genre la saison 3, donc c'est vous dire si j'ai été content de voir ça. Beaucoup de moments très forts qui m'ont bien plu, et c'est le premier final de saison que je pense à qui je vais mettre un pouce levé. En tout cas, à bientôt pour la saison 8 finale, et ciao!